le bassin est décomposé. Et ça, c'est très... pour nous, c'est très difficile, en fait, quand le bassin est décomposé, parce que ça permet plus difficilement de donner le sexe de la personne. Pour l'instant, on a du mal à donner un sexe à cette personne-là. C'était un homme ou une femme, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que c'était un adulte qui avait plus de 20 ans et qui mesurait 1,60 m. C'est pas tout en fait. L'autre fait intéressant, c'est la présence d'arthrose dans les vertèbres du haut. Donc c'est la répétition d'un métier physique. En fait, ça ne nous choque pas tant que ça, l'arthrose. Ce qui nous choquerait finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas d'arthrose. Ça montrerait que c'est plutôt quelqu'un qui n'avait pas une activité physique très forte, donc sûrement quelqu'un de privilégié ou un prêtre ou un religieux, quoi. Enfin, sauf un moine, parce qu'ils avaient quand même beaucoup plus de travaux physiques à faire. Cet individu-là a également une protubérance derrière le crâne. Apparemment, c'est quelque chose de tout à fait, quelque chose de génétique en fait. C'est juste en fait une protubérance derrière le crâne. C'est pas lié à un traumatisme ou quelque chose. C'est une variabilité anatomique, comme disent les experts. Donc là, on n'est pas vraiment sur les experts comme on peut voir dans les films, mais on s'en rapproche. Là, c'est plus les experts Villeneuve d'Ascq, parce que notre centre de recherche est basé là-bas. Mais en tout cas, le squelette est parti en laboratoire et est actuellement encore analysé. Il faut savoir aussi que l'individu, alors malgré le mauvais état de conservation de son crâne, on a quand même retrouvé une grande partie de ses dents. Et l'individu a un très mauvais état bucco-dentaire. Il faut savoir qu'à cette période, on n'a pas de sucre raffiné comme aujourd'hui. En fait, le sucre, c'est le miel et les fruits. Ou les sirops de fruits. Mais en tout cas, c'est quand même peu sucré quelque part, enfin, hormis le miel. Mais donc, pour en fait avoir un mauvais état bucco-dentaire, c'est surtout lié en fait à une question de malnutrition, à une carence en vitamines. Donc, ça laisse quand même supposer que cette personne-là était malnutrie. Généralement, mauvaise nutrition, c'est un statut social assez bas. Les autres faits intéressants, c'est qu'en fait, la personne n'est pas dans un cimetière paroissial. Elle est datée de l'époque carolingienne. Elle n'est pas dans le cimetière paroissial. Elle est en plein milieu de la fouille, à côté d'un bâtiment. On a retrouvé une boucle en fer au niveau du bassin. Donc on suppose que la personne était habillée quand elle a été mise en terre. La fosse est un peu trop petite pour elle. Du coup, les jambes ont été pliées. Il faut savoir que quand quelqu'un est... Enfin, il y a une rigidité cadavérique, donc c'est pas forcément évident en fait de positionner quelqu'un dans une fosse trop petite. Donc il faut savoir, en fait, tout ça laisse quand même penser à quelque chose d'opportuniste. En fait, ils ont fait un trou, ils ont mis le corps dedans de façon assez rapide, et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a ni cercueil ni linceul. On n'a pas retrouvé de clous de cercueil. Le linceul, ça laisserait en fait sur l'individu des bras plutôt croisés vers le torse. Le linceul, en fait, c'est le grand drap blanc dans lequel souvent, dans les rites chrétiens, dans lequel on met le mort, quoi. Mais donc là, en fait, l'individu n'a pas eu ces rites-là. Il était enterré habillé dans une fosse trop petite, en dehors du cimetière paroissial. Donc, en fait, on a plusieurs hypothèses. Hein. Donc, soit ça peut être quelqu'un au statut social très bas, qui a été rejeté de la communauté, donc de la communauté religieuse, hein, chrétienne, donc il n'a pas le droit d'aller dans le cimetière chrétien, donc il a été mis à côté. Soit ça peut être ça. Après, il y a aussi la question, en fait, à l'époque carolingienne, il y a encore une continuité des fois de l'esclavage, avec des gens qui ont un statut vraiment très bas et qui n'ont pas l'accès, en fait, du coup, au cimetière paroissial. Il y a aussi la question, en fait, simplement de rites qui ne sont pas encore tout à fait... Enfin, qui sont chrétiens, mais il y a encore une certaine liberté dans les rites dans les inhumations. Il y a encore des sépultures en fait, qui se trouvent à proximité des habitats. Ça a été vu sur d'autres fouilles. On retrouve quand même, pour ces périodes-là, généralement, on retrouve souvent des sépultures isolées à côté des habitations. C'est pas fréquent, mais ça peut peut-être aussi être le témoignage d'une forme encore un peu anarchique du traitement des corps. Enfin, il y a encore c'est pas encore très strict en fait au niveau religieux.
L'autre découverte vraiment stupéfiante de la fouille, c'est une fibule monétiforme carolingienne. Donc fibule, ça sert à accrocher la cape au niveau du cou. Monétiforme parce elle imite une monnaie en fait. Cette fibule, on a vraiment du mal à savoir ce qu'elle représente. Ce qui est quasiment sûr, c'est que c'est une imitation d'une monnaie byzantine. On retrouve vraiment des faits intéressants comparés à une monnaie byzantine. Là, c'est une monnaie de Justinien Ier, de l'Empire byzantin. Donc actuellement, c'est la Turquie et puis la Grèce. On a des parallèles assez intéressants. Donc j'ai mis quelques annotations pour montrer qu'en fait la période du Moyen-Âge est encore très proche du monde byzantin, notamment Charlemagne qui a le titre d'empereur d'Occident qui est reconnu par l'Empire byzantin. Mais en tout cas cette monnaie, cette fibule monétiforme est quelque chose vraiment de peu fréquent et c'est quand même une pièce d'exception. Dans les autres objets qui ont été découverts, il y a encore des objets un peu particuliers. Donc là, on a un beau manche de couteau qui a été retrouvé avec tout un lot de décors, notamment des décors comme ça qu'on appelle des décors à ocelles. C'est vraiment typique du Haut Moyen-Âge. Et du coup, on en retrouve en Scandinavie, en Angleterre, un peu partout dans l'Europe du Haut Moyen-Âge. Il y a cette découverte aussi qui est un peu plus embêtante, si j'ose dire, c'est le fait que ce soit une rouelle à 8 branches en alliage de plomb. Mais en fait, la rouelle, c'est vraiment un symbole païen qu'on va retrouver chez les Gaulois, chez les Romains. Et c'est une représentation du soleil, en fait. Et donc là, on est dans l'époque carolingienne, on est quand même d'une époque très chrétienne. Il faut rappeler que Charlemagne, pendant l'époque carolingienne, il mène des raids chez les Saxons pour les convertir au christianisme, donc dans le nord de l'Allemagne. On est quand même dans une période assez chrétienne et on retrouve tout de même un reste de culture païenne pour le 8e siècle après Jésus-Christ dans le nord de la France. À la fin de l'époque carolingienne, donc on se dirige tout doucement vers le Moyen-Âge. L'occupation est vraiment beaucoup plus faible. Je vais vous montrer le plan. Donc ça, c'est les structures du début du Moyen-Âge. Il n'y a pratiquement plus d'occupation en fait. Moi, ma théorie, ça serait que la population d'Onain, elle migre surtout au niveau de la Grande Route. Je pense que les habitations vont vraiment se trouver ici. Et là, on se retrouve à partir du début du Moyen-Âge dans des jardins, dans des parcelles agricoles. Bon, tout de même, on a trouvé pour cette période un éperon en fer qui sert à taper dans le flanc du cheval. Et c'est un éperon qui est articulé et c'est quand même une pièce assez rare au final. Donc voilà, et c'est également à cette période que va être mentionnée l'église, et donc c'est vraiment à cette période que le village va se créer, et je pense que c'est pour cette raison que la population va migrer plutôt en bordure de rue. Quelques siècles après, on a l'époque médiévale, donc du XIIIe au XVe siècle, et donc à cette période, on va avoir un très grand fossé, un très grand enclos qui va s'installer sur la surface où on a réalisé la fouille. Et dans cet enclos, on va retrouver, donc, déjà, on n'a pas retrouvé beaucoup de rejets domestiques. Donc ça montre qu'en fait, l'habitat n'est pas très proche. On n'a pas des rejets de consommation, comme de la viande, des restes d'ossements animaux qui ont été découpés ou consommés. Ce qu'on va retrouver, en fait, c'est des restes de chevaux, donc différentes races de chevaux. Ça fait plus penser à de l'équarrissage. Hein. C'est des bêtes mortes qui ont été balancées dans le fossé. Et ce qu'on va retrouver également, c'est des restes de chiens. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tellement différencier le chien du loup à cette période, surtout d'un point de vue morphologique. Au niveau des ossements, le spécialiste ne peut pas vraiment dire si c'est du chien et du loup, surtout qu'à cette période, on pense aussi qu'il y a des loups qui sont hybrides, qui se sont mélangés avec du chien. Donc, il faut imaginer aussi que le chien de l'époque est pas très petit, hein, il ressemble à un loup un peu domestiqué, quoi. Sur la grande parcelle, sur la fouille, on a cet enclos en fait ici en vert. Donc ça, c'est un enclos de l'époque médiévale. Je rappelle, donc entre le XIIIe et le XVe siècle, il est daté assez pas très précisément, mais c'est vraiment époque médiévale. Et donc l'enclos en fait, il va se situer ici. Il va partir comme ça. Il va faire un genre de grand rectangle un peu carré.
Et les restes de chiens slash loups, on ne sait pas trop, ont été retrouvés dans cette zone. Donc en fait, on se situe toujours derrière l'église, un peu très loin d'ici. Et donc ça fait en fait référence à une histoire locale dans l'histoire d'Onain que je vais vous raconter. Donc ces événements relatés se passent pendant l'hiver 1354 et j'ai retrouvé cette histoire grâce à l'association Histoire et Vie d'Onain et grâce au prêt de livres, notamment le livre Histoire et Vie d'Onain de 1985. Donc là j'ai mis quelques images d'illustration pour vous mettre dans le contexte. Faut imaginer Onain donc médiéval, donc c'est des petites maisons en toit de chaume. Pendant l'hiver, donc il y a de la brume et Onain à cette période est entièrement entouré de forêts. Donc les faits relatés en fait datent de l'hiver 1354. Donc il y a deux enfants sont emportés par des loups pendant l'hiver 1354. Il y a de nombreuses battues qui sont organisées. Cependant, après avoir mis hors de nuire 4 à 5 bêtes indésirables, un loup plus grand et plus fort que les autres échappait toujours aux poursuivants. Et il continuait de semer la panique dans le village. Le 21 juin, toujours dans le village, pardon, je me suis juste trompé. Bon, en fait, il y a eu des battues, ils ont tué plusieurs loups. Et au bout d'un moment, en fait, il y a un loup qui a échappé toujours, de très gros gabarit, qui a fini par être capturé et tué. Et en fait, la mort de ce loup a donné lieu, en 1355, à une fête. Donc, je cite, le 21 juin 1355, un énorme loup factice à l'ossature d'osier fut promené pendant 3 jours dans Onain et les villages environnants, porté par un groupe de jeunes gens, le faisant danser en poussant de grands cris. Il fut amené cérémonieusement sur la place dite du Quesnoy. Donc ça, c'est une place que je ne connais pas, Onain, la place du Quesnoy. Je ne sais pas où elle se trouve. Ah, ok. D'accord. Ben, merci. Et il fut, en fait, ce loup géant en osier fut jeté ensuite dans un grand feu au milieu de l'allégresse populaire. Donc à partir de cette date, il y a eu à partir de cette date, en fait, la fête du loup s'est développée chaque année et elle disparut qu'à la Révolution. Donc en fait, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, le loup était quand même présent à Onain à l'époque médiévale et ça a donné lieu en fait à cette histoire, à la chasse de ce grand loup et ensuite à une fête qui a duré jusqu'à la Révolution française. Et donc je pensais que l'histoire était pratiquement oubliée, mais Delphine Glaise, ici présent de la mairie d'Onain, m'a confirmé que l'histoire n'était pas oubliée et que la commune d'Onain prévoyait toujours une continuité à cette fête. Donc, en fait, après, à la suite de la période médiévale, le site n'est plus occupé. Ça devient vraiment de la prairie, en fait, tout simplement. Et par contre, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, on va avoir un four à briques qui va s'installer de vraiment très grande dimension. Le four à briques, ça permet de produire quand même des milliers de briques. J'ai trouvé en fait dans l'histoire d'Onain 2 dates, 1750 et 1770. Ces 2 incendies en fait qui se situent dans le centre-ville. Donc le premier, il détruit le presbytère, la maison vicariale et plusieurs maisons. Le deuxième, 56 maisons et 6 fermes. Oui, il faut savoir que à l'époque, il y avait quand même beaucoup de fermes dans le centre-ville. Enfin, et en périphérie du centre-ville. Donc ces 2 destructions par de gros incendies ont sûrement en fait entraîné des reconstructions. Et c'est peut-être l'une de ces dates qui a permis en fait la création d'un four à briques pour la reconstruction. Là, c'est la photo de drone, hein, donc faut pas trop faire attention à toutes ces fosses, mais il faut se concentrer ici en fait sur cette grande zone rouge. C'est de la terre qui a brûlé et c'est ce qui reste du four à briques. Donc on a seulement une petite partie du four à briques. Hein. Après, il continue hors emprise sous les habitations actuelles, donc il est probablement détruit, je pense. Là, en fait, le fonctionnement du four à briques pour cette période, c'est en fait le creusement d'une grande fosse dans laquelle on va extraire l'argile, on va faire des briques, et ces briques, après, on va les mettre dans cette zone verte
On va les empiler en fait, on va faire un genre d'énorme tas, et entre chaque couche de briques, on va mettre du charbon. Et ça va brûler comme ça à plus de 850 degrés pendant une journée. Il faut vraiment voir que c'est un énorme tas de briques. J'ai quand même trouvé une photo ici de la fin du 19e siècle, ou du début 20e, où on peut voir cet énorme tas de briques qu'on appelle une meule. Alors là, ils avaient réalisé des canaux entre les briques qu'ils avaient bourrés de charbon. Donc en fait, il faut vraiment imaginer que dans Onin, dans ces années-là, il y a eu un énorme four à briques en meule. Et après, le problème d'un four à briques, c'est qu'une fois que les briques sont cuites, elles sont toutes récupérées. Et nous, on a quand même eu la chance, en fait, que la cuisson n'a pas été totale, dans le sens où on a pu, en fait, sur les bordures du four à briques, donc sur les bordures ici et ici, on a pu en fait retrouver des briques mal cuites qui sont restées sur place, quoi. Donc comme vous pouvez voir ici, là c'est vraiment des briques très mal cuites, hein. C'est juste de la terre qui a un peu chauffé. Là c'est le plan consulaire de 1804 d'Onin. Donc l'église elle se situe ici. On voit qu'il y a encore des petites croix, ça veut dire qu'en 1804 le cimetière est encore autour de l'église. Et on pressent aussi qu'il y avait sûrement une clôture en briques autour de l'église. Je crois que c'est à la date de 1849 que le cimetière est relégué là-bas au niveau de la route. Donc la parcelle de fouille, en fait, elle se situe ici. C'est toute cette grande zone et on voit qu'en 1804, c'était encore de la prairie. Donc ma théorie, c'est vraiment qu'au début de l'époque médiévale jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été en fait de la prairie ou des jardins. J'attire votre attention en fait juste sur cette petite monnaie. Alors ça paraît pas grand chose, mais c'est une monnaie autrichienne qui a été trouvée sur la fouille. Donc je l'ai pas mise la photo de la monnaie trouvée sur la fouille parce qu'elle est quand même très dégradée. Là c'est une photo d'une pièce identique qui a été trouvée sur internet. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait il y a cette pièce autrichienne de 1763 qui a été trouvée à Onin. Il faut savoir que quelques années plus tard, en 1794, les Autrichiens et les Anglais vont faire le siège de Valenciennes et il va y avoir un campement autrichien à Saint-Saulve, mais ce campement va aussi être un peu sur Onin. Et alors j'ai pas le plan malheureusement, mais il se trouve qu'il existe une rue plus au nord d'Onin, je pense vers la Pépinière, qui s'appelle le chemin des Hulans. Et le nom Hulan, en fait, c'est un terme donné en français au XVIIIe siècle pour parler des Autrichiens. Donc le chemin des Hulans, c'est le chemin des Autrichiens. Et je pense que le camp autrichien du siège de Valenciennes de 1794 se trouve en fait au niveau de la grande pépinière là, qu'on peut voir sur la route. Enfin, en tout cas, il se situe au nord d'Onin, dans cette grande zone. Mais malheureusement, oui, j'ai pas de plan plus récent. Là, on va plutôt arriver sur le 19e siècle, sur la fouille d'Onin. Donc, on a retrouvé une grande cave en maçonnée. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc, on l'a fouillée. C'est une cave qui a été remblayée, dont elle était plus utile. Mais cette cave, en fait, elle se trouve sur la parcelle, donc sur la parcelle de fouille. Mais cette parcelle de fouille, en fait, c'est l'ancienne arrière-cour de ce bar qui s'appelait le Grand Salon, qui était en activité au moins jusque dans les années 70, je crois. Aujourd'hui, c'est remplacé par l'agence immobilière Stéphane Plaza, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc derrière, donc sur la fouille, les vestiges récents, en fait, ils appartiennent à ce bar. Donc on a retrouvé un puits, on a retrouvé une cave, et on a retrouvé aussi des morceaux de murs qui correspondent à une grande salle des fêtes qui apparemment était encore debout dans les années 70-80, et que peut-être certains d'entre vous ont connu. C'était une grande salle des fêtes qui est située derrière ce bar. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous écoute pour les différentes questions si vous en avez. En tout cas, merci de votre attention et d'être venu.